Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Bienvenue dans cette activité dont l'objectif est d'étudier les caractéristiques de l'incipit de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc, l'incipit, c'est le premier chapitre d'un roman. Ou bien, si le chapitre est long, si le chapitre est lent, l'incipit correspond aux premières pages d'un roman. L'incipit dans notre roman, Le dernier jour d'un condamné, correspond le premier chapitre, donc le chapitre 1. Commençons par la lecture de ce chapitre. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit, sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais, je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en présent dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi misérable, et me secouant de ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé et puis mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut poursuivi par elle et me disant: Ah, ce n'est qu'un rêve. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de me s'entr'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde, dans la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille: condamné à mort. Voilà, donc le narrateur commence par condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, c'est-à-dire la pensée de cette condamnation à mort, cette idée condamnée à mort. Voilà, il nous raconte, il nous révèle qu'il est, qu'il habite avec une pensée de l'idée de la mort, condamnation de la mort, depuis 5 semaines. C'est-à-dire, elle est dans une prison, elle est dans un cachot. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle. C'est-à-dire, elle est seule avec l'idée de la mort, l'idée de la condamnation de la mort dans un cachot. C'est-à-dire, elle est seule dans sa cellule, dans son cachot, avec une idée de la mort. C'est-à-dire, c'est l'idée de la mort, seule cette idée qui nous préoccupait. Alors, toujours seul de sa présence, toujours courbé sous son poids. Donc, le narrateur, il est courbé sous son poids, c'est comme il porte un fardeau. Cette idée, c'est comme un fardeau, comme il porte un fardeau qui l'a courbé. Autrefois, maintenant, il va faire un flashback. Elle va faire un flashback, retour en arrière pour nous raconter sa vie au passé. C'est avant d'être captif, avant d'être emprisonné, avant.
l'arrestation avant son verdict. Donc autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Donc autrefois, chaque minute avait son idée, mais maintenant, toujours avec une seule idée. Toujours seul avec elle, avec une seule idée. Il ne pense qu'à cette idée maintenant. Alors par opposition, autrefois, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie, plein d'imagination, plein de réflexions. Et s'amusait à me les dérouler les unes après les autres. C'est-à-dire son esprit s'amusait avec ses idées, avec ses pensées. Sans ordre et sans fin, sans ordre et sans fin. C'est-à-dire il y avait beaucoup d'idées. À chaque fois, il pense à quelque chose de nouvel, sans fin. Alors, brodant d'inépuisables arabesques, cette rude immense étoffe de la vie, c'était des jeunes filles, bien sûr, autrefois, il y avait des filles, il y avait des batailles gagnées, il y avait des théâtres, il y avait des bruits, c'est-à-dire il y avait de l'ambiance, il y avait il menait une vie, bien sûr, heureuse. Parce parce qu'il était un homme comme tous les autres hommes, et jouissait de sa vie. Et puis encore, des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras de marronniers, c'est-à-dire dans les jardins, c'était toujours fête de mon imagination. Fête de mon imagination, c'est la fête, c'est-à-dire le bonheur, c'est-à-dire la joie. Alors, je pouvais penser à ce que je voulais. Je pouvais penser à ce que je voulais. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais libre. J'étais libre physiquement, j'étais libre aussi moralement. C'est-à-dire mon esprit aussi était libre. Il pensait à ce qu'il voulait. Maintenant, par opposition à autrefois, maintenant, donc il a commencé son état actuel et puis il va continuer maintenant. Donc après avoir évoqué, après avoir révélé son état au passé, maintenant il va continuer ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé ici. Il va continuer. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot, et le corps, physiquement, il est dans un cachot, dans une prison, elle est, elle est enfermée. Mon esprit est en prison, c'est-à-dire son corps, elle est enfermé dans un cachot, son esprit, elle est aussi enfermée dans, dans une idée, qui est l'idée de la mort. C'est-à-dire, elle est doublement emprisonnée, doublement enfermée. Alors, il va décrire cette idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Donc, il s'agit de la gradation. C'est une idée horrible, c'est une idée sanglante, c'est une idée implacable. Alors, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude condamnée à mort. Voilà aussi, c'est une gradation. D'abord, elle était une pensée, cette idée de la mort, et puis elle est devenue conviction, et plus elle est devenue conviction, certitude, conviction et puis certitude, c'est-à-dire je suis sûr que de cette idée qui, bien sûr, qui m'accompagne, cette idée qui habite avec moi dans mon cachot. Alors, quoi que je fasse, elle est toujours là. Quoi que je fasse, c'est-à-dire je fasse ça ou bien ça ou bien ça, l'idée toujours avec moi. L'idée toujours avec moi ne me quitte pas. Elle est toujours là, cette pensée infernale. Donc, cette pensée, c'est l'idée de la mort. Elle la décrit comme étant infernale, c'est-à-dire relatif à l'enfer, par opposition au paradis, comme un spectre de plomb à mes côtés, seul et jalouse. Alors, lorsque je dis seul et jalouse, c'est la personnification de cette idée de la mort. C'est comme une femme qui est jalouse, qui ne laisse pas cet homme penser à autre chose. Elle, elle le veut penser à elle seulement. Alors, chassant toute distraction, c'est-à-dire à chaque fois il veut penser à autre chose, il la chasse. Il chasse cette distraction. Il chasse n'importe quelle autre pensée. Alors, face à face avec moi misérable, face à face aussi, c'est la personnification de cette idée, c'est-à-dire c'est comme une femme qui est face à face avec moi, qui s'assoit
euh, en face de moi, et me secouant, bien sûr, donc face à face avec moi misérable, et me secouant de ses deux mains de glace. Par la personnification, c'est comme cette idée comme s'il a des mains me secouant de ses deux mains de glace quand je voudrais la fuir, c'est-à-dire quand je voudrais penser à autre chose, il me secouant de ses deux mains de glace pour me dire, voilà, il ne faut pas penser à autre chose que moi. Alors, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Alors, le refrain, c'est cette petite partie qui se répète dans une chanson ou bien dans, dans un, dans un poème. Donc, il s'agit de refrain. Alors, cette idée, c'est comme un refrain euh, horrible, bien sûr. C'est pas un bon refrain, c'est pas un beau refrain, c'est un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. C'est-à-dire, à chaque fois on m'adresse une parole, elle se mêle, cette idée se mêle avec ces paroles comme un refrain. Elle se répète à la fin de chaque parole qu'on m'adresse. Se colle avec moi au gris hideuse de mon cachot, m'obsède, éveillé, épée mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un coteau. C'est-à-dire, si même si je m'arrive à dormir, il, euh, il reparaît cette idée de la mort dans mes rêves, bien sûr, comme des cauchemars, comme il la personnifie, il la représente ici comme la forme d'un coteau, comme un coteau, cette idée de la mort. Alors je viens de m'éveiller en sursaut poursuivi par elle et me disant, c'est-à-dire cette idée m'adresse, alors cette idée s'adresse à moi, ah, ce n'est qu'un rêve, bien avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure. C'est-à-dire, euh, lorsque j'arrive à ouvrir les yeux, donc j'aperçois cette idée qui est écrite dans les murs de la cellule, dans n'importe où. Voilà, mouillée essuyante de, lorsque je dis sur la dalle mouillée essuyante, ici c'est la description de la cellule suyante, soit par l'effet de la chaleur, soit par l'effet de l'humidité, c'est-à-dire elle se trouve dans un endroit qui est horrible, qui est un endroit, euh, voilà, sillante de ma cellule dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements sur la sombre figure de soldat de garde dont la giberne relevée à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Voilà donc le narrateur a commencé par condamner à mort, et s'est condamné à mort, et il a fini par condamner à mort. Donc, comme il a dit, c'est comme un refrain qui se répète tout au long des paroles qu'il a entendues, et on le trouve aussi dans ce texte qui se répète tout au long de ce texte. Alors, pour l'identification de ce texte, donc c'est un texte extrait, c'est le premier chapitre bien sûr, extrait de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, cette œuvre qui est parue en 1829, dont le genre est un roman à thèse. Alors, en ce qui concerne la typologie du texte, donc il s'agit d'un texte narratif, descriptif. Pourquoi narratif descriptif? Parce que le narrateur nous raconte sa vie ici au passé et nous révèle comment il vivait au passé. Et puis il nous raconte comment il vit aussi son état actuel, tout en décrivant, bien sûr, ses pensées, ses émotions, ses souffrances et tout ça. Mais à travers cette narration et description, le narrateur a une autre visée, qui est une visée argumentative. Donc, pourquoi argumentative? Parce qu'à travers, à travers ce récit, à travers cette narration et cette description, le narrateur, ou bien l'auteur, à travers son personnage, qui est le narrateur et personnage en même temps, essayait de convaincre, hein,
de convaincre, bien sûr, les lecteurs. Là, il s'agit bien sûr de l'argumentation indirecte. L'argumentation indirecte, c'est le fait de convaincre à travers un récit. Ce n'est pas une argumentation directe, mais argumentation indirecte qui se fait à travers des récits. Donc, le titre, c'est le dernier jour d'un condamné. L'auteur, Victor Hugo. Le genre, roman à thèse. La date de parution, 1829. Il est à signaler que cette date de parution, c'est la date de parution pour la première fois lorsque ce roman est apparu, lorsque ce roman est paru sans préface et sans signature de l'auteur. Alors, la première parution avec préface et avec signature, c'est 1832. Alors, typologie du texte, c'est un texte narratif descriptif, visée argumentative. Donc là, il s'agit de l'argumentation indirecte. Alors, pour l'association d'énonciation, c'est qui parle. Alors, d'abord, qui parle dans ce texte, il s'agit de le narrateur qui s'exprime avec je. Lorsque je dis un narrateur qui s'exprime avec le je, c'est-à-dire il parle de lui-même. C'est-à-dire le narrateur lui-même, un personnage qui participe dans l'intrigue. Il s'agit là d'un condamné à mort. À qui parle? À lui-même. Donc le narrateur se trouve dans un cachot, dans une cellule. Donc il n'y a personne. Donc le narrateur parle à lui-même. Il n'y a personne. Il parle à lui-même. C'est-à-dire, il s'agit d'un monologue intérieur. Ou dans son cachot, à Bicêtre. Le narrateur se trouve dans un cachot à Bicêtre. Donc le lieu où se trouve le narrateur. Quand le temps, voilà 5 semaines, c'est-à-dire 5 semaines après son arrestation. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, c'est-à-dire 5 semaines après être arrêté, après être euh, captivé. De quoi le narrateur parle de quoi? Il parle de sa condamnation. Il parle de ses émotions. Il parle de ses états d'âme, de ses souffrances et tout ça. Pourquoi le narrateur parle-t-il de tout ça? Quelle est la cause? Pour exprimer sa souffrance, tout simplement. Mais quel est l'objectif? Donc, il y a la cause qui le pousse à parler de ça, qui le pousse à s'exprimer, mais il y a un objectif derrière tout ça, c'est susciter l'appétit du lecteur. C'est pour que le lecteur compatisse aux souffrances du narrateur. Alors, on peut diviser, bien sûr, le texte en deux parties. Première partie qui renvoie au passé, donc cette partie qui est introduite par un indicateur temporel autrefois, lorsqu'il parle autrefois, donc autrefois, il va évoquer sa vie au passé, avant, avant l'emprisonnement. Le lieu, le lieu qu'il fréquentait au passé, avant d'être emprisonné, il y a théâtre, il y a marronnier, jardin. Les taux verbaux, on trouve l'imparfait, j'étais, avait une idée, était, c'était, s'amuser, etc. Le champ lexical, toujours première partie lorsqu'il parle du passé, esprit jeune et riche, plein de fantaisie, inépuisable arabesque, lumière, bataille gagnée, jeune fille, promenade, théâtre plein de bruit, libre, fête de mon imagination. Donc voilà un champ lexical qui exprime quoi? Qui exprime le bonheur. Esprit riche, plein de fantaisie, théâtre, plein de bruit, libre, la fête, et surtout la fête, et surtout imagination. Donc, il s'agit de bonheur. Le narrateur vit une vie vivait, bien sûr, au passé, avant d'être emprisonné, vivait une vie de bonheur. Voilà, il y a aussi figure de style, comparaison, j'étais un homme
comme un autre, comme tous les autres hommes. Comme tous les autres hommes, il jouissait de sa vie. Hyperbole, inépuisable, arabesque. Inépuisable, interminable, qui ne s'épuise pas. C'est quelque chose qui ne s'épuise pas. Donc, inépuisable, arabesque, c'est comme, je dis par exemple, un bonheur inépuisable, un bonheur euh, qui interminable. Il y a aussi une numération qui s'étale sur toute presque une paragraphe. C'était des jeunes filles, de splendides chefs d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, péancre, etc. jusqu'à marronnier. Donc c'est une figure de style d'énumération à travers laquelle elle énumère des, des éléments, des éléments dont elle profite lorsqu'elle était libre. Donc le narrateur, donc, pour donner une idée de cette partie, le narrateur menait une vie heureuse au passé, par opposition au présent. Deuxième partie, c'est le moment de la vie du narrateur. C'est le moment actuel de la vie du narrateur, c'est-à-dire après son arrestation, après son emprisonnement. Alors, le deuxième partie inclut cette petite partie donc, par laquelle elle a commencé et la deuxième partie après, après l'indicateur temporel maintenant. Donc cette partie est introduite par un indicateur temporel maintenant. Donc les lieux que je trouve, cachots et cellules, c'est-à-dire les lieux qui sont évoqués dans cette partie. Donc il y a cachot et il y a cellule. Les temps verbaux, on trouve le présent. Par exemple, je suis, j'habite, mon corps est offert, je veux, il se glisse, se mêle, etc. Donc il exprime, bien sûr, des faits actuels. Donc le narrateur nous raconte des faits au moment, au moment, au moment où ils se passent. Voilà, il y a champ lexical. D'abord, il y a champ lexical de captivité. Il y a captivité physique lorsqu'il dit je suis captif, offert, lorsqu'il dit cachot, lorsqu'il dit en présent, c'est captivité physique. Il parle de la captivité de son corps et puis il parle de sa captivité morale, c'est-à-dire son esprit. Il est aussi captif dans une idée. Il est aussi enfermé dans une idée, c'est-à-dire il ne peut pas penser à autre chose. Cette idée de la mort ne laisse pas penser à autre chose. Son esprit aussi, il est emprisonné dans une seule idée, qui est l'idée de la mort. Alors les éléments ou bien les expressions qui appartiennent à ce champ lexical, donc on trouve mon esprit est en prison, je n'ai plus qu'une pensée, c'est-à-dire toute la journée, tout le temps, je pense à à une seule pensée, à une seule idée, c'est-à-dire mon esprit est, est captif dans dans cette pensée, qu'une conviction, pensée infernale, spectre de plan, donc tous ces éléments montrent que le narrateur ne parvient pas à penser à autre chose que l'idée de la mort. Il y a aussi le champ lexical de l'horreur, donc on trouve horrible, on trouve hideuse, on trouve spectre de plan, on trouve pensée infernale, on trouve sous la forme d'un couteau, donc des éléments qui montrent que le narrateur vit, vit une vie horrible, vit l'horreur, vit la terreur dans, dans son cachot, dans sa cellule, vis-à-vis de cette idée de la mort. Alors, quand on fait figure de style, on trouve la personnification de cette idée de la mort. Lorsqu'il dit sa présence, c'est comme il y avait une personne qui est présente avec lui, et surtout, c'est comme une femme. Lorsqu'il dit face à face avec elle, il parle bien sûr avec elle. Elle, c'est l'idée de la mort. Main de glace,
cette idée, c'est comme elle avait deux mains de glace. Voilà donc comme conclusion de cette partie, le personnage souffre à cause du changement brutal et soudain dans sa vie. C'est-à-dire, il vivait une vie heureuse, une vie normale, comme tous les autres hommes, et puis soudain, il se trouve captif dans un cachot. Il se trouve emprisonné, doublement enfermé, physiquement et moralement. Donc à partir du moment où il a entendu sa sentence, c'est-à-dire son verdict. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.